Le travail dans l'incertitude est un sport qui a été le pain quotidien de tous les marketeurs et vendeurs de ces 3 dernières années. Impossible de prévoir l'avenir en ce moment, non seulement du fait de l'instabilité politico-économique, mais aussi de la volatilité du business et du monde du travail. Alors comment faire ? Pour éviter de baisser les bras et positiver, je vous propose 5 conseils tirés de mon expérience qui, je l'espère, vous seront utiles. Le texte de cette présentation est issu d'une intervention lors du Social Selling Forum de Loïc Simon de septembre 2022 que nous avons remis pour le son en intégrale dans ce podcast, ce qui vous permet de faire une petite séance de rattrapage si vous n'étiez pas derrière votre écran à ce moment-là. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, 5 conseils pour mieux marketer et vendre dans l'incertitude. Nassim Nicolas Taleb, un auteur américano-libanais, a écrit en 2007 « Le signe noir, la puissance de l'imprévisible » dans lequel il décrit ces phénomènes inattendus qui bouleversent notre quotidien ou celui des entreprises. À noter que nous avons déjà évoqué ce livre en octobre avec François Casals. Un signe noir est un événement qui comporte 3 caractéristiques principales. La première est qu'il est imprévisible, deuxième, son impact est massif, et le troisième, on le rationalise a posteriori. Heureusement, l'histoire permet de relativiser. Le Covid fut terrible, mais la peste noire de 1348, c'était bien pire. 50% de morts en Grande-Bretagne. En outre, à cette époque-là, il y avait également la guerre de 100 ans. Nassim Nicolas Taleb nous dit que l'esprit humain souffre de 3 maux lorsqu'il entre en contact avec l'histoire. Il appelle cela le triplet de l'opacité. L'illusion de la compréhension, d'abord, le premier, chacun pense savoir ce qui se passe dans un monde qui est plus compliqué ou aléatoire qu'il ne le pense. Deuxième point, la distorsion rétrospective, nous ne pouvons évaluer les choses qu'après coup. Troisième point, la surévaluation des informations factuelles et le handicap des personnes faisant autorité et des savants. Ça rappelle le livre de Václav Smil qui revient également sur ces points-là. Finalement, il faut accepter l'incertitude, comme le disait déjà Shakespeare au XVIe siècle, « Always the unexpected happens », cité par André Mauroy dans son ouvrage « Toujours l'inattendu arrive ». Nous sommes incapables de prédire l'avenir, car comment prédire ce qui est par nature incertain ? Vient alors la nécessité de prendre du recul par rapport aux événements. Pour cela, je propose 5 astuces. Conseil numéro 1, quand on ne maîtrise pas une situation, rien ne sert de la prédire. Cela vaut aussi pour les vendeurs qui se demandent comment ils vont réussir leur quota l'année prochaine ou les chefs d'entreprise qui se demandent quel quota ils vont mettre sur leur tête. Cela évitera de faire une mauvaise prédiction et vous pouvez toujours espérer que le pire n'arrive pas. Il est en effet possible que la grande récession de l'année prochaine passe à côté de nous. L'inflation à 25% par an n'arrivera peut-être pas non plus. Il faut s'adapter, faire avec et accepter l'incertitude. Deuxième conseil, si cela est possible, réduisez le risque. Si vous êtes chef d'entreprise, réduisez les coûts fixes, réduisez la voilure ou variabilisez les coûts. Si vous n'êtes pas votre propre chef, réduisez votre risque personnel. Prendre les choses avec philosophie et puis surtout, peut-être prévoir le pire, mais pour préparer le meilleur. Troisième conseil, coupez la radio et apprenez la méthode Coué. C'est une mesure de sauvegarde. Je n'écoute plus que France Culture et ses analyses profondes et absconses qui durent 3 heures. Cela évite de faire du simplisme sur des choses complexes. Mais ce n'est pas tout. Je vous conseille la méthode Coué. Répétez 20 fois par jour, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et vous irez beaucoup mieux. Injustement décriée, cette méthode d'autosuggestion est pourtant d'une redoutable efficacité. J'ai l'habitude aussi, quand on a fait une bonne réunion avec un client, de dire « on va gagner ». Je ne suis pas dupe, cela ne prouve rien, mais cela nous met dans une attitude positive, ce qui nous permet de vendre mieux par la suite. Conseil numéro 4, relire l'histoire. Pendant la peste noire, lors de toutes les guerres qui se sont succédées, ou durant le 19e siècle avec ses troubles et ses révolutions, 1789, 1805, 1830, 1832, 1848, 1870, 1871,
Des hommes d'affaires ont fait du business, et certains en ont même fait beaucoup. D'ailleurs, il y a toujours des personnes qui s'enrichissent plus ou moins légalement pendant les conflits. Nul doute que la terrible guerre d'Ukraine, quand la poussière sera retombée, nous révélera quelques nouvelles fortunes issues de cette triste période. À suivre. Conseil numéro 5, innover partant de chaos. Quand c'est le chaos, quand l'organisation est illisible, c'est signe que tout bouge ou mieux encore que tout pourrait encore bouger. Or, quand tout bouge et est incertain, c'est là qu'on innove le mieux, comme je l'ai expliqué dans une vidéo réalisée avec Jean-Marc Gouaché, que je vous référence dans l'article. Quand les temps sont moins imprévisibles, quand l'organisation ne bouge pas, la hiérarchie est souvent figée et pesante. Et c'est dans ces moments-là que les innovateurs souffrent et qu'on leur refuse de faire bouger les choses. Il faut donc regarder le côté positif des choses. On innove mieux sous la pression parce qu'on n'a pas le choix. Mon conseil final, abordez l'avenir avec enthousiasme, laissez la pollution mentale de côté et ne regardez que ce qui va bien. Et maintenant, je vous laisse en compagnie du Social Selling Forum et de l'enregistrement intégral de cette intervention. Voilà, si vous êtes en streaming, vous avez entendu de la musique. Ou si vous êtes physiquement ici. Nous sommes à... Où est-ce qu'on est ? On est à Nogent-sur-Marne, dans mon département, dans le département également de Jean-Pascal Mollet qui est ici, de Ruben Tayeb qui est à côté de lui. Nora, tu travailles dans ce département également, toi Ouais, fier. Et puis, alors toi, non, Alain, non ? Désolé, je suis parisien. Non, t'es parisien. Et toi, Bruno T'es parisien aussi. Où les parigots, tête de veau. Non, pardon, moi je suis aussi breton de plus en plus d'ailleurs. Hein. Et on fait d'ailleurs un Social Selling Forum en Bretagne, à Rennes, uniquement en ligne, hein, sur Zoom, jeudi toute la journée, là, hein, avec plein d'ateliers, plein de conférences en ligne. Là, vous n'avez pas pu profiter des ateliers, vous qui êtes en ligne, parce qu'on les fait en ce moment en parallèle. Il y a beaucoup de monde qui est dans les ateliers, peu de monde d'ailleurs ici, parce qu'on les a tous envoyés en atelier. Voilà. Le sujet du moment, et c'est important, je pense que c'est d'actualité. Est-ce que je me montre, oui, où est-ce que je suis ? Je vous montre vous, mais je vais remonter. Le sujet, c'est vendre mieux dans l'incertitude. C'était vendre et marketer dans la... Oui, vendre, communiquer, communiquer, marketer, vendre. Mais à la fin, il faut vendre. Hein. Enfin, il faut vendre quelque chose, une idée, un projet, tout ce qu'on veut, ou des produits et services, dans l'incertitude, par les temps incertains. Hein. Comment on dit d'habitude ? Non, pas FOMO, ça c'est autre chose. VICA, voilà, les VICA ou VUCA, voilà, volatile, incertain. Complexe et ambigu. Voilà. On est là-dedans. Et on va commencer avec un copain qui s'appelle... Yann Gourvenec, qui va nous faire la keynote d'introduction. Yann, je vais partager mon écran, parce que je sais que tu as un petit truc à partager avec nous. Enfin, pas mon écran, mais l'autre écran, voilà. Alors, c'est toi qui m'as demandé un slide, alors j'ai fait un slide. Voilà, il est là, mon slide. Hein, il est beau. Hein. Et comme c'est de l'incertitude, j'ai mis un flou. C'est beau, hein ? Non mais si, c'est très beau. Et merci Loïc de m'avoir donné la keynote la plus difficile de la journée. Oui, et Jean-Pascal n'en a pas voulu d'ailleurs, et c'est pour ça. Comment marketer et vendre dans l'incertitude ? Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette session philosophique de la journée. Ça va ressembler un peu à l'examen du bac. Je vais essayer d'être court, ce qui pour moi est un exploit, en 4 points. D'abord la situation. Alors la situation, si je me repenche sur le moment où j'ai créé ma société il y a une dizaine d'années, je me suis dit, vu la situation économique, ça pourra jamais être pire. Et depuis, si c'était pire. Je confirme, ça a été bien pire. Donc l'incertitude, je connais, j'ai vécu avec vous. Puis alors là, depuis les attentats de 2015, les gilets jaunes, les grèves, le Covid, l'inflation, maintenant on nous annonce la guerre nucléaire. Et puis bientôt aussi la méga récession. Hein. C'est pas si vous lisez les Échos, c'est à se flinguer tous les jours. Hein. Bon, alors j'ai appris, parce que je me suis un peu penché là-dessus, j'ai essayé d'élever un peu le niveau. Je suis allé voir la littérature. Alors je vais vous apprendre quelque chose. Enfin, je l'ai appris aussi hier. Hein. Ça s'appelle des cygnes noirs, des Black Swans en anglais. Hein, c'est un auteur franco-libanais d'ailleurs, qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Ah oui, je connais bien. Et voilà, qui a écrit Fall by Antifragile pour moi. Qui a écrit plein de choses, et il a écrit les Black Swans. Alors ils nous disent que c'est un Black Swan, c'est un événement hautement improbable avec 3 caractéristiques principales. Le premier, c'est qu'il est imprévisible. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs. Le deuxième, c'est qu'il a un impact massif.
Donc là, on a été servi aussi. Mais alors, le plus drôle, c'est la troisième caractéristique, c'est qu'après coup, je lis, nous concoctons une explication qui fait paraître moins aléatoire et plus prévisible l'événement qu'il ne l'était. Donc en fait, en gros, on rationalise toujours a posteriori. Et c'est un peu, je dirais, la deuxième leçon, c'est qu'il y a les événements actuels, et on pourrait, comme je dis, déprimer. Et puis, on pourrait regarder l'histoire. Alors, l'histoire, c'est intéressant parce que ça permet toujours de relativiser. Par exemple, le Covid, c'était terrible. Mais si on se repenche en 1348, par exemple, la peste noire, vous voyez, on peut toujours chercher pire ailleurs. Hein. Oui, c'est le deuxième tome des Piliers de la Terre, d'ailleurs. Que j'ai voilà, donc on va dire au Royaume-Uni, c'est 50% de morts. Voilà. Et en même temps, à cette époque-là, ils avaient trouvé que c'était pas suffisant, ils faisaient la guerre de 100 ans. Hein, donc, vous voyez, on peut toujours se repencher sur le passé et prendre du recul. Alors, Nicolas Taleb, Nassim Nicolas Taleb, toujours dans son Black Swan, c'est un livre qu'il a écrit en 2007. Hein, c'était pas... oui, parce qu'on a l'impression que on vit dans le chaos, c'est nouveau, ça vient de sortir. Non, en fait. Hein. Repenser au 19e siècle, hein, on va faire la liste de toutes les révolutions qui se sont enchaînées. Et je suppose que les gens qui faisaient du business à cette époque-là, ils ont dû s'adapter aussi et ils ont dû naviguer un peu. Et alors, il nous dit, notre ami Taleb, que l'esprit humain souffre de 3 maux lorsqu'il entre en contact avec l'histoire. Il appelle ça la triplette de l'opacité. C'est beau, hein ? Alors, la première, c'est que c'est l'illusion de la compréhension. C'est-à-dire chacun pense savoir ce qui se passe dans un monde qui est plus compliqué ou aléatoire qu'il ne le pense. En fait, il a toujours été aléatoire, le monde. Hein, mais c'est simplement, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Je pense que si j'en parle à mes parents qui ont vécu la guerre, je pense qu'ils ne sont pas d'accord. Mais bon. Le deuxième, c'est la distorsion rétrospective. C'est-à-dire que nous ne pouvons évaluer les choses qu'après coup. Et puis la troisième chose, c'est la surévaluation des informations factuelles et le handicap des personnes faisant autorité et des savants. Ça nous rappelle aussi des souvenirs. Hein, il est bon, hein, quand même, Nicolas Taleb. Bon, voilà. Donc, en gros, la situation, c'est assez pourri. Mais quand on regarde l'histoire, finalement, c'est pas si pourri que ça. Hein, vous voyez, déjà, immédiatement, vous allez mieux. Oui, je vous avais dit qu'il fallait assister à cette keynote. Je vous l'avais dit. C'est une keynote indispensable. Troisièmement, il faut intégrer. Hein, c'est soit vous êtes Cassandre, soit vous êtes Mercure. Hein, Mercure, c'est le commerce. Cassandre, c'est la fille de Priam. Hein, on est dans la culture. Hein, donc la fille du roi de Troie, hein, la sœur de Paris, d'accord, qui a été séduite par Apollon. Mais voilà, elle n'a pas cédé. C'était déjà un peu le MeToo à l'époque. Elle ne s'est pas laissée tripoter. Et du coup, il lui a dit, puisque c'est comme ça, je vais te donner un pouvoir. Tu auras le pouvoir de prédire l'avenir. Mais par contre, personne ne te croira. Voilà, donc ça, c'est des pas de chance. Alors, finalement, il faut accepter l'incertitude. Comme disait Shakespeare, « Always the unexpected happens ». Vous voyez, ça date pas du 22e siècle, hein, 16e siècle, « Always the unexpected happens », qui est un excellent livre aussi de André Mauroy, « Toujours l'inattendu arrive ». Donc, comme le dit Taleb, en fait, on ne sait rien, on est incapable de prédire l'avenir. D'ailleurs, il y a un autre bouquin aussi que je vous conseille, c'est un bouquin de Václav Smil qui s'appelle How the World Really Works. Et il a tout un chapitre comme ça qui vous parle des prévisions et vous explique que les experts sont complètement incapables de prédire quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a une semaine, il y a une experte iranienne qui est venue expliquer que non, jamais le régime ne pourrait sauter, c'est pas possible. Puis une semaine, elle revient à la télé pour vous expliquer l'inverse, parce que en fait, elle est incapable de prévoir quoi que ce soit. Et je pense que pour nous qui sommes dans la vente et dans le marketing, on est aussi souvent incapable de prédire grand-chose en fait. On fait tout le temps des prévisions de vente, hein, mais je vois des têtes qui hochent. Voilà, effectivement, on est un peu à côté de la plaque, c'est un peu normal. Alors,
On s'est fait par exemple très peur pendant le Covid. J'ai même un ami d'ailleurs qui a développé tout un produit autour de ça, les sociétés qui allaient faire faillite. C'était évident. Il y a eu l'argent gratuit et après il y avait l'addition et tout le monde allait faire faillite. Non en fait. Et encore. Alors donc il y a eu une deuxième couche. On a dit oui mais c'est pas grave, c'est pour l'année 2. C'était pas 2020, ça sera 2021. Non. Alors ça sera 2022. Toujours pas. En fait on n'a jamais eu aussi peu de sociétés qui font faillite. Alors il y a certainement des savants qui viennent expliquer ça en rationalisant en arrière, en expliquant pourquoi ça n'est pas arrivé. C'est les mêmes que ceux qui vous ont expliqué pourquoi ça allait arriver. Et finalement, c'est pas arrivé. Donc, il faut prendre finalement les choses avec philosophie. Et alors, je vais finir là-dessus parce que j'ai promis d'aller rapidement. Et je vais essayer de vous donner 5 conseils. Bon, comme on dit en Angleterre, c'est the blind leading the blind. Donc, c'est un aveugle qui mène les aveugles. Donc, mes conseils ne valent que ce qu'ils valent. Mais je vous les donne quand même. Alors, le premier, c'est que quand on ne maîtrise pas une situation, et donc ça vaut aussi pour les vendeurs qui se demandent quel quota et comment ils vont réussir leur quota l'année prochaine, ou les chefs d'entreprise qui se demandent quel quota ils vont se mettre sur leur tête. Bon, quand on ne maîtrise pas la situation, en fait, rien ne sert de la prédire. Voilà. Comme ça vous évitera de faire une mauvaise prédiction. Et je dirais, vous pouvez toujours espérer que le pire n'arrive pas. Parce que finalement, ça arrive aussi. J'ai cité les faillites de tout à l'heure. C'est possible que la grande récession extraordinaire de l'année prochaine, finalement, elle n'arrive pas. Ou l'inflation à 25%, peut-être qu'elle n'arrivera pas non plus. Donc il faut s'adapter, puis faire avec, puis accepter l'incertitude. Dans le pire des cas, vous vivrez heureux, mais bon, vous allez peut-être vous casser la figure de la même manière, mais au moins vous serez heureux. Parce que ça ne sert à rien de se rendre malade. La deuxième chose, peut-être, si vous le pouvez, parce que ce n'est pas toujours possible, c'est de réduire le risque. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, c'est de réduire les coûts fixes. C'est de réduire tout ce qui dépasse. Et puis réduire la voilure, ou variabiliser les coûts, vous le dites comme vous voulez. Alors si vous n'êtes pas votre propre chef, ça peut être aussi réduire votre risque personnel. Si vous êtes un employé et que vous avez par exemple beaucoup d'emprunts, j'en sais rien, c'est peut-être en temps d'inflation, vous regardez les choses positivement, les emprunts c'est plutôt une bonne chose, ils seront remboursés tout seuls. Donc prendre les choses avec philosophie et puis surtout peut-être prévoir le pire mais pour préparer le meilleur. C'est beau ça. Ah ça c'est beau. Oui. Ah ouais non ça c'est beau. Ouais. C'est beau. Voilà. Alors le troisième point. Alors ça c'est une mesure de sauvegarde, c'est couper la radio. Vous coupez la radio parce que ou alors je peux vous moi, j'ai pas coupé la radio. À chaque fois qu'il y a des grands événements comme ça où on comprend plus rien et vous avez des experts qui viennent vous expliquer l'inverse et son contraire le jour et le lendemain, je n'écoute plus que France Culture. Parce que là, il y a des gens qui vous font des analyses profondes et incompréhensibles pendant 3 heures. Mais au moins, ça évite de faire du simplisme sur des choses complexes. Parce que ça, il n'y a rien de pire. De toute façon, c'est pas comme ça que l'histoire arrive. Et puis, alors, je vous conseille la phrase. J'ai conseillé même à un client hier parce qu'il négativisait un peu. Il dit ouais, j'y arriverai pas à faire ci, j'y arriverai pas à faire ça. Je lui ai dit, je vais te lire un truc. Tu vas le répéter 20 fois par jour et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Alors, c'est la méthode Coué. Alors, tout le monde se moque de la méthode Coué, mais je peux vous dire, la méthode Coué, ça marche. Ça marche bien. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et vous répétez ça 20 fois par jour. Et vous allez voir. Vous irez beaucoup mieux. Non, ne riez pas. Ne riez pas. Moi, j'ai un truc. Alors, c'est... J'ai la vache gagneuse.
La vache gagneuse, c'est une petite vache c'est les types qui vendaient des vaches, là, les Indiens qui vendaient des vaches à la sortie des Galeries Lafayette. Et je passais devant tous les jours et ça me faisait rigoler. Il y avait la vache qui dansait avec les piles. C'était horrible la musique. Enfin, bon. Et à chaque fois qu'on gagnait une affaire, hop, on faisait danser la vache. Et j'ai une habitude aussi, c'est quand on a fait une bonne réunion, on se dit on est des winners, on va gagner. C'est pas vrai, mais on se dit qu'on va gagner. Et du coup, on se met dans une position de gagner quelque chose. Et voilà, bon, je vous conseille. Ça évite de dire bah là, j'ai pas été bon dans cette réunion. Non, je vais gagner, je vais y arriver. Et on clôt l'affaire. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur, il ne faut pas non plus se raconter des histoires, mais vous vous mettez dans une position positive. La 4e, c'est de relire l'histoire. Hein, la peste noire, toutes les guerres qui se sont succédées, le 19e siècle avec ses révolutions, j'en ai noté quelques-unes, 1789, 1805, si on compte les coups d'État, 1830, 1832, 1848, j'ai oublié le coup d'État de Napoléon III, j'ai oublié la date, 1800, je ne sais plus combien, 52 ou un truc comme ça, 1870, bon allez on s'arrête. Et il y a des gens qui ont fait du business pendant ces temps-là, et même qui ont fait beaucoup de business. Il y a même eu des cracks, alors, donc il y avait du business. Et puis le 5e point, ce sera mon dernier conseil, c'est que quand le chaos s'installe, enfin ça c'est mon conseil de marketeur, parce que toutes les plus grandes innovations que j'ai faites, c'était à des moments, et il y en a eu des moments dans ma longue carrière, qui étaient bien pires que ça encore, où on ne comprenait plus rien. C'est simple, j'étais dans une société d'informatique, on a perdu 75% de notre personnel en 8 ans. Quand même. Et encore, on était les seuls à survivre. Tous les autres sont morts. Enfin, il ne restait plus qu'IBM. Ouais. Et bien pendant ce temps-là, on pouvait innover. On pouvait innover pourquoi ? Parce que quand c'est le chaos, c'est le foutoir, il n'y a plus d'organisation, tout bouge. Et là, quand tout bouge, on peut innover. Parce que quand tout ne bouge pas, là, il y a de la hiérarchie, il y a des gens qui vous interdisent de faire des choses, ça devient difficile. Quand ça bouge, on peut. Donc il faut regarder le côté positif des choses. Et on innove mieux sous la pression aussi, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Donc, mon conseil final, abordez l'avenir avec enthousiasme, laissez la pollution de côté et ne regardez que ce qui va bien. Merci beaucoup. Alors on l'applaudit, ceux qui sont en ligne et qui peuvent nous voir, vous pouvez faire comme ça également, hein, je vous montre. Et puis je reviens à... Alors, il y avait d'ailleurs... Qu'est-ce qu'il y avait ? Le principe de la pensée positive fonctionne de même que la pensée négative. Ça, c'est ce que dit Thomas Sanaguel, je ne sais jamais comment dire, Sanaguel, en ligne. Si quelqu'un en ligne a une réaction tout de suite, avant que je passe la parole à mon sketch-noteur favori, une fois, levez la main. Je te passe le micro, il est là, le micro. Comme d'habitude. Non, personne, c'est bon, vous avez pour l'instant compris. Ok, alors, hop. On va regarder ce que nous dit notre sketch. Tu m'as dit tout à l'heure que vous ne me voyez pas, donc coucou, on me voit maintenant. Là, on te voit comme ça. Voilà, et puis je me bouge pour qu'on puisse voir le dessin surtout. Donc bienvenue dans un monde VUCA. VUCA, donc j'ai fait un petit volcan. On met du jus dedans, comme on dit, voilà. Et je peux me réveiller, mais ce n'est pas certain. Mais l'important, c'est comment réduire les risques. Hein. Ce qu'on a vu, on sait qu'on est dans un monde qui bouge, mais est-ce que c'est pire qu'avant ? Voilà, la question qu'on se pose. Il faut regarder un peu l'histoire et avoir du recul. Tu nous as parlé de cette petite histoire de la demoiselle qui peut prédire, mais personne ne la croit. Ça aussi, hein. Et donc je lui ai mis « Enlève ton foulard » en référence à ce qui se passe en ce moment. Tu verras mieux au présent. Donc au moins voir le présent, ça c'est important. Voilà, être philosophe et s'adapter. La vache gagneuse, elle est là. Je vais bien, tout va bien. Avoir une posture positive, ça nous permet de voir les choses du bon côté. Et le dernier mot, c'est l'innovation et la fille du chaos. Donc plus il y aura de chaos, plus on pourra innover, parce que tout bouge. Voilà, merci pour tes bons conseils. Merci Philippe Elie Kassabi. Et je reviens sur nos amis. Et j'ai qu'une seule question pour vous, elle est simple, mais il faut réfléchir, hein, enfin ou pas. Non ? C'est quelles sont les bonnes manières
de communiquer, de marketer et ou de vendre, vous choisissez, par ces temps d'incertitude. Voilà, donc, allez, Nora, carrément, Nora, on la met sous pression. Voilà. Non mais d'accord. Merci, Alain. Merci les amis. Là, vous voyez la solidarité avec les amis IS. Voilà. Non. J'aime bien l'expression chaque jour tout va bien et de mieux en mieux. Apporté au commerce, je dirais chaque jour on vend de mieux en mieux. Parce que dans le commerce, il faut prédire dans le commerce, notamment quand il y a de la production derrière. On sait qu'aujourd'hui, on fabrique ce que l'on vend. Donc on est bien obligé de composer avec cette incertitude. Cependant, de mon point de vue, pour composer avec l'incertitude, il ne faut pas de certitude, il ne faut pas de recette toute faite. À se dire, voilà, je vais appliquer tel process, mon produit est comme ça, je le vends en tant que tel, il n'y a rien à changer, il faut que j'aille chercher des clients. Aujourd'hui, il faut de la souplesse, il faut de l'agilité, savoir s'adapter au contexte de son client. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais la passer, mais j'ai d'autres exemples après. Carrément, Bruno, vas-y, merci. Oui, alors c'est vrai que c'est un vaste sujet sur lequel... Je vais essayer de ne pas asséner de certitude déjà pour commencer. J'ai envie de dire vendre dans l'incertitude. En fait, on a toujours vendu dans l'incertitude, mais même d'une certaine façon, on en crée puisqu'on fait bouger nos clients. Ils étaient sûrs et puis d'un seul coup, on leur dit on va faire autrement. Donc vendre dans l'incertitude, ça me paraît pas vraiment un sujet. Acheter dans l'incertitude, c'est sans doute plus compliqué. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut aider nos clients à acheter dans l'incertitude. Donc Nora a parlé d'agilité. Je suis bien sûr d'accord avec ça. Je pense qu'on pourrait se poser des questions, par exemple, comme qu'est-ce qui est dans mon offre ou comment je pourrais utiliser mon offre pour apporter plus d'agilité ou pour aider mes clients à atteindre une sorte d'antifragilité. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans mon offre ? Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon offre ou comment je peux faire évoluer mon offre pour qu'elle réponde mieux à ça déjà. Donc effectivement pour qu'elle s'intègre dans cette incertitude. Et puis moi il y a un deuxième point. Alors il y a quelque chose que je trouve très intéressant qui s'appelle l'effectuation ou la logique effectuale. Il y a des gens qui ont étudié ce que faisaient les entrepreneurs et en gros ils ont vu que donc il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Silberzahn en particulier en France. Donc il dit en gros les entrepreneurs qui ont réussi, c'est les gens qui n'ont pas saisi les opportunités, ils les ont créées. Donc ils sont dans une logique qui est différente de la logique causale. Ils n'ont pas dit voilà le but que je veux atteindre et du coup voilà les moyens que je vais mettre en place. Ils ont dit voilà les moyens, les ressources dont je dispose et qu'est-ce que je peux en faire. Et je pense qu'une des clés c'est quand même donc c'est du coup on rentre dans la co-construction etc. Mais c'est de se dire comment est-ce qu'on va travailler avec nos clients pour dire voilà moi j'ai en gros moi je sais que j'ai des ressources à proposer. Qu'est-ce qu'on peut en faire chez vous d'utile? C'était Bruno Delezen. Et puis alors, Alain Mulleris, pardon. Mulleris, c'est ça. Loïc, je te remercie pas parce que tu me mets dans une kénoque philosophique et c'est pas vraiment. Ah non, mais tu peux être très concret. J'ai jamais dit que ça devait être philosophique. Non, mais de toute façon, je peux pas être philosophique, donc je vais pas y aller. L'incertitude, pour moi, ça dépend des lunettes que tu vas chausser. Un chef d'entreprise qui crée sa boîte, il crée pas sa boîte sur la certitude. Il peut avoir des idées, mais il ne sait pas encore qu'à un moment, son bras droit associé va vouloir se désassocier, que quelqu'un va vendredi lui planter une dème, que son fournisseur va le planter. Donc, il vit forcément dans l'incertitude. Ça, c'est la première chose. Donc oui, je partage effectivement tout ce qui a été dit. Quand tu es commercial, tu n'es jamais sûr à 100% de faire de la vente. Donc fais de ton mieux. Pour moi, ce qui va changer dans cette période d'incertitude, puisqu'on y est et puis on va y rester, c'est de renforcer l'humain. Parce que je pense que l'humain fera la différence dans cette période d'incertitude. Et pour moi, l'humain, il va se situer à 3 niveaux. Dans l'échange qu'on peut avoir avec nos clients, et avec notre réseau, dans notre écosystème. À côté de l'échange, il va y avoir l'accompagnement, puisque si on est dans l'incertitude, on peut se dire que nos clients le sont aussi, et que plus on va les accompagner, plus ils iront vers la vente, donc vers l'achat de notre produit ou de notre solution. Et le troisième point que je mettrais pour les aider, ce serait de les aider à se projeter et à planifier. Voilà. Donc pour moi, c'est échanger, accompagner et planifier.
Merci. Jean-Pascal. Moi, ça fait 54 ans que je suis dans l'incertitude, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Donc, il faut vivre avec. Quand un client me dit c'est la crise, je dis génial, mais du coup, tu vas faire quoi par rapport à ça? Alors, où il dit je bouge pas. Donc, il faut être en mouvement, faut tester des choses et faut en apprendre. C'est vrai que les gens qui n'ont pas chopé le phénomène des réseaux sociaux, forcément, ils ont eu du retard. Donc, il faut mettre devant que derrière. Et comme disait Michel Audiard, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui avance. Donc avançons, testons et puis regardons toujours des choses positives. Merci. Jean-Pascal Mollet. Et Ruben Tayeb, notre petit nouveau au Social Selling Forum. Je suis le petit jeune, moi, c'est ça? Je suis le petit nouveau. Ok, très bien. Au Social Selling Forum. Non. Il connaît pas, lui. Il y a plein de noms là qui ont été cités. Je vais aller voir sur Google après. Non, l'incertitude, franchement, dès qu'on commence quel projet que ce soit, on est toujours dans l'incertitude. Alors, là, on parle de l'incertitude bien en sûr, ce moment. Hein, mais, on parle de ça. Mais avec ce marché et tout. Alors, je pense, moi, j'ai développé une petite technique en lisant aussi pas mal de livres, mais je pense que le premier point, c'est d'être assez agile dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on effectue, au niveau opérationnel, au niveau philosophique, au niveau pensée, au niveau actif. C'est-à-dire que faut pas hésiter. Demain, le marché explose. Il y a beaucoup moins de clients, beaucoup plus de concurrents. Faut pas hésiter à être agile, à pouvoir modifier ses équipes, à les renforcer, à les licencier s'il faut, à faire appel à des freelances. Faut être vraiment le plus agile possible et se mettre là où le marché aussi nous redirige. Parce que dans l'incertitude, dans le chaos, c'est aussi, et on l'a très bien dit et tout le monde l'a dit, c'est là où il y a les meilleures opportunités. Et LinkedIn en fait partie. Moi, je fais du LinkedIn. Il y a eu la crise. Je n'ai pas vécu le confinement comme tous mes amis ont vécu le confinement. Je me levais à 8h, je ressortais du bureau, il était 23h, j'ai jamais eu autant de clients que dans des périodes comme ça. Ensuite, il faut être puissant. C'est-à-dire que si on est agile, il faut aussi être puissant. On vient pas changer une activité ou changer quelque chose de vraiment du core business sans y mettre énormément de puissance et de moyens pour y arriver. Je prends un exemple, mais si le marché explose à un moment donné, on va se rediriger vers une autre offre. Et l'offre, faut la développer le plus rapidement possible. Et faut être puissant dans ses actions et aller chercher aussi la chose la plus pertinente. Et surtout, faut être toujours dans le recul. C'est-à-dire qu'il faut préparer aussi. Je pense que l'intérêt primaire, c'est que même si on est puissant, même si on est agile, faut pas oublier que ça peut rechanger du jour au lendemain, et donc faut aussi prendre du recul par rapport aux choses et se demander est-ce que c'est la meilleure des stratégies que je mets en place par rapport aux risques qui peuvent nous tomber sur la tête. Donc voilà, c'est à peu près ça ma conception moi du changement dans l'incertitude et des actions à faire. Bon, j'ai quand même une question sur la communication de marque ou la communication de notre marque personnelle aussi, puisqu'on a vu ce matin, on devient des marques totem, tout le monde a une certaine influence, et avec grande influence vient également une grande responsabilité, comme disent certains. Est-ce que vous avez, vous, une manière de communiquer différemment dans le monde qui est en train de se déployer devant nos yeux, ou par exemple pour répondre à tous les enjeux socio-écologiques qui sont quand même assez prégnants. J'ai vu d'ailleurs que Ruben, il faisait un post récemment où il disait dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour commencer à m'informer sur tous ces sujets-là, une fresque du climat, ceci, cela. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pensez qu'il faut modifier la manière dont on communique, ou dont on market d'ailleurs si on est marketeur, ou pas? Allez, tu peux répondre en premier, Ruben. Alors après, je pense qu'on est un peu tout différent sur le sujet, mais ça fait suffisamment longtemps que j'ai lancé une activité entrepreneuriale pour comprendre qu'il n'y a pas de règles, qu'il y a des gens qui ne changent absolument pas leur manière de communiquer, qui marchent toujours autant, et en l'occurrence dans l'influence, qui gagnent toujours autant d'abonnés, et d'autres personnes qui se sont placées sur ces sujets. Je pense qu'en effet, quand les temps changent et quand l'intérêt et les discussions changent, il y a aussi d'autres opportunités de pouvoir s'exprimer sur des sujets. Moi personnellement, l'écologie c'est devenu un sujet phare de LinkedIn, mais parce que sous-jacent c'est un vrai sujet aussi de société. Et donc la réalité de la chose, c'est comment on peut s'y mettre, comment on change sans aussi perdre l'actif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout changer du jour au lendemain, que ce soit l'activité, le discours, le positionnement, et qu'il faut aussi s'adapter et voir dans quel contexte ça rentre en jeu dans notre activité au quotidien. C'est aussi pour ça que des personnes ne changent absolument pas leur communication et que ça marche toujours autant. Merci.
Je crois qu'il faut être aligné avec ses valeurs et que chacun, on a tous des valeurs différentes. Bon, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un post sur alors, je sais pas si c'est le sujet, mais la Coupe du Monde au Qatar en disant moi je suis un fan de foot et j'ai dit non, je regarderai pas ça pour des tas de raisons, mais qui sont liées aussi à mes valeurs et encore une fois, j'adore le foot. Je suis supporter lillois aussi. S'il y a des Lillois qui sont en ligne. Donc, mais je crois que ça fait partie justement de notre marque personnelle. Donc, il faut être capable de communiquer ça, de l'expliquer. Et les réseaux sociaux, c'est un formidable amplificateur pour pouvoir partager ses valeurs et voir les gens qui adhèrent et qui adhèrent pas et de lancer des débats. Et en plus, quand on lance ce style de débat, on sait que ça marche bien, les gens suivent et que ça travaille aussi pour vous et pour votre visibilité. Mais c'est pas que opportuniste, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Mais en tous les cas, on voit que ça concerne les gens. Donc, et si on communique sur les réseaux sociaux, c'est quand même mieux d'avoir des gens concernés en face. Alain ? La communication aujourd'hui que je fais sur Vitamine V, elle concerne exclusivement des sujets professionnels. Donc, je ne parle que de vente et que de management commercial. Oui, mais la vente, elle change face aux enjeux socio-écologiques du moment, quand même. Pour l'instant... toujours plus de croissance, toujours plus de ceci, toujours plus de cela. Il y a peut-être quelques petites incohérences, quelquefois, non ? Alors, ça fait longtemps que je suis plus du tout dans le plus de chiffres, plus de croissance, donc même quand j'étais directeur commercial. Donc, pour moi, c'est pas mon sujet, je dirais, de prédilection. On a, par exemple, avec Jean-Pascal, une communication qui est différente. Voilà, le type de poste que fait très très bien Jean-Pascal, c'est pas que ça correspond pas à mes valeurs, mais pour moi c'est pas la communication en tout cas que j'ai envie de développer sur un réseau tel que LinkedIn. Il le fait parfaitement bien, il attire les gens qu'il a envie d'attirer. Moi, ma communication est différente. Donc pour répondre à ta question, non, je n'ai pas modifié ma communication avec le monde incertain qui nous entoure. D'accord. Yann ? Sujet difficile. Vous pouvez répondre à côté, c'est pas un problème. Moi, je réponds à côté. Non, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai pas attendu 2022 pour m'intéresser à ces sujets-là, parce que je m'y intéresse depuis que je suis tout petit. Ce que j'ai choisi de faire, c'est d'agir et de pédaler. Et sur les médias sociaux, je parle d'autre chose parce que j'ai pas trop envie non plus de lancer des bagarres de chiffonniers sur les Amish ou je sais pas quoi encore. Ah oui. Nora, oui. Les Amish de mes Amish sont vos Amish, non, de vos Amish. Ok, merci messieurs, mais on vous a pas entendu. Mais vas-y Nora. Moi, j'irais plutôt dans le sens d'Alain. Effectivement, je communique essentiellement sur les sujets professionnels. De temps en temps, je sors du bois sur des sujets qui me touchent ou qui font écho chez moi, notamment les sujets qui concernent le sport. Voilà. Pour les sujets écologiques et d'autres, je pense que le terrain est ouvert à beaucoup de spécialistes, donc je ne m'aventure pas sur des terrains qui ne sont pas les miens. Sachant que je ne communique pas énormément sur LinkedIn, c'est surtout de la visibilité, d'avoir une cohérence avec mes valeurs et par rapport à ce que je fais. Merci. Bruno ? Oui, je ne pense pas avoir vraiment changé non plus. Ce qui me semble d'autant plus important aujourd'hui, c'est certainement de bien faire la distinction quand on communique entre ce qui relève des faits et ce qui relève des opinions. Et effectivement, d'être clair et d'être capable d'exprimer quelque chose qui est une opinion ou qui est quelque chose par rapport à nos valeurs, mais qui soit bien dit tel quel et qui n'ait pas l'air de passer pour un fait. Voilà. Merci pour ces réponses. Alors moi je vais dire que personnellement, dans la mesure où je suis en travail-retraite et où j'ai plus à me faire virer ou à me faire virer par des clients ou par d'autres, etc., j'ai moins de problèmes à être clivant sur des sujets sur lesquels j'ai vraiment une conviction profonde. Et à ce moment-là, je suis capable de m'exprimer, mais uniquement dans la mesure où je pense que j'ai vraiment compris et où je sais à peu près de quoi je parle. Et ce que je fais, c'est que j'évite en général de parler de sujets où je ne comprends rien. Au pire, je mets un petit truc intéressé. Oui, c'est un sujet intéressant sur LinkedIn. Mais moi, je dis, il faut faire attention, par contre, à ne pas s'exprimer bêtement et méchamment sur n'importe quoi, parce qu'il y a tout d'un coup un Amish qui parle, et puis vous allez dire non, moi, les Amish, et puis vous allez voir qu'en réalité, derrière, c'était lui qui avait raison, potentiellement ou pas. Donc, moi, je dis, faisons très attention quand même à la manière dont nous nous exprimons. Mais ça vaut la peine aujourd'hui, à mon avis, pour n'importe quel entrepreneur ou vendeur ou dirigeant ou autre, d'exprimer des convictions socio-écologiques.
pas que écologique, socio-écologique. Je pense que quand on est dans la vente aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dire « Oh, j'en ai rien à foutre, moi, je vais... » Voilà. Prends cet exemple-là. Voilà. Oui, vas-y. Non, je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est que LinkedIn, moi je me suis mis il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on faisait un carrousel et on donnait je parle pas que LinkedIn d'ailleurs, hein, c'est n'importe où. Plateforme, tout canaux de discussion. Y compris TikTok, que je vois. Hein. Bien sûr. Mais sur LinkedIn, par exemple, depuis 3 ans, la communication, elle change tous les 6 mois. Quoi. Moi, quand j'ai commencé, on mettait des carousels. Faut pas se mentir, les carousels marchaient extrêmement bien. On était dans l'expertise. C'était fabuleux, on faisait des centaines de likes, des dizaines de leads, et c'était bien, on arrivait à atteindre nos objectifs, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe qui s'exprimait. Puis après sont venus les sondages, donc là les sondages, les gens commençaient à en abuser, et puis ça marchait aussi, donc c'était une manière de communiquer, donc on transformait l'expertise en questionnement sur des sujets pour forcer l'interaction. Et puis ensuite les sondages sont passés au côté un peu clivant, c'est-à-dire que tout le monde émettait leur opinion sur des sujets professionnels, des sujets politiques, des sujets personnels. Et puis là, dernièrement, depuis très peu, on voit quand même 2 grandes lignes édito qui se découvrent, qui sont d'un côté, on parle beaucoup plus de soi, le soi perso, hein, vraiment, comment on fait un lien entre l'équipe personnelle et le travail. Et honnêtement, moi, je me suis mis sur ce créneau, c'est-à-dire que je parle beaucoup plus de moi. Et faut pas se mentir, c'est ce qui marche le plus aujourd'hui. Dès lors que je vais commencer à faire de l'éducation sur LinkedIn, à dire c'est quoi l'algorithme, à dire c'est quoi les manières de publier, etc. Il y a tellement de travail qui a été fait en amont. Tout le monde sait ce que c'est un bon post LinkedIn. Tout le monde sait à quoi ça ressemble. Et donc, c'est vraiment le contenu qui va primer. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même 2 grandes lignes. D'un côté, l'écologie, de l'autre côté, les stagiaires et un petit peu d'Instagram où on raconte sa vie. Et malheureusement, si on prend pas ce pli, en termes de performance, on se bride un peu quelque part. Alors, c'est très intéressant ce que dit Alain. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé sa ligne éditoriale et qu'il continue. Mais malheureusement, les codes d'aujourd'hui et la façon dont les personnes communiquent et aussi les nouveaux et les jeunes créateurs. Faut pas oublier que tous nous ici, moi j'en ai croisé pas mal qui m'ont dit Ruben, je lisais tous tes contenus, grâce à toi je me suis lancé, je regarde le nombre d'abonnés, elle en a 50 000 de plus. Et en fait, il y a une nouvelle génération de créateurs qui arrive, qui va en inspirer une nouvelle et encore une nouvelle, et ça s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelle valeur on va transmettre à la génération d'après pour qu'elle aussi elle recontinue ce travail d'éducation et qu'elle puisse une fois encore donner de la valeur à une nouvelle génération. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Tu fais partie de cette nouvelle génération par rapport à moi, tu vois. Il y en a encore une autre. Les OK boomers là qui sont là en train. Attends, Loïc, j'ai croisé des types en 2015. Ouais, j'ai croisé des types de 15 ans. Et 15 ans, ils sont sur LinkedIn à 15 ans, ils font 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ils ont 15 ans, ils sont encore en première, quoi, ou en seconde. Je trouve ça incroyable. Et ils te disent, c'est grâce à vous aujourd'hui, c'est grâce à tout le monde que on pu se lancer. Et ils se sont dit, j'ai tellement de contenu qu'aujourd'hui, ça me permet aussi de communiquer. Ok, s'il n'y a pas tout de suite une réaction, je vais demander à la salle, si la salle virtuelle, il y a Pierre qui vient de nous rejoindre, etc. Tu veux dire quelque chose, Pierre, ou alors Abdelhakim? Je ne sais pas si mon son est bon, mais... Il est excellent. Ok, mais justement, j'ai écouté votre échange, et là, je viens de recevoir, je regarde mes mails sur le temps de midi, et Google qui me dit, merci, vous avez mis un avis sur une fiche Google, et vous avez eu 5000 vues. Et donc, les gens voient ce que je dis, et je parle d'une vente de ferme. Moi, je m'occupe entre autres de terroir et de vente en circuit court. Et en fait, mon message a été vu 5000 fois. Et donc, en fait, après, on voit, tiens, Pierre Vasseur, il dit quelque chose sur cette ferme-là. Et en fait, on voit, mais il fait de la vente en circuit court à Moucron. Et donc, ça, c'est Google qui met de la visibilité sur un post que j'ai fait sur un avis Google Maps, quoi. Donc, en fait, parler et oser parler, c'est important. Oui. Et on parlera d'ailleurs à Tournai le 8 novembre avec notre ami qui est co-organisateur d'un Social Selling Forum. Ce sera le 99e, alors 99e, avant qu'on fasse la 100e en début d'année prochaine, tous ensemble, j'espère. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Quelqu'un d'autre en ligne veut dire quelque chose? C'est le moment. Allez-y, vous levez la main ou parlez directement. Non? Ou une question? Une question, ce serait bien, non? Pas de questions, tout est clair ou pas clair, ou c'est trop philosophique alors ou pas assez. Dans la salle non plus, il n'y a pas de questions ici, là? Ok, bon alors il est moins 20, ça tombe bien, donc on va faire un dernier tour de table. Vous allez dire de quoi j'aurais envie vraiment de parler encore à ce Social Selling Forum dans les quelques dernières minutes. Et dites-nous une dernière chose, si possible en lien avec vendre plus et mieux, pas plus, vendre mieux.
dans l'incertitude. Allez-y, chacun, on commence par Nora. Ah oui. Ah oui, bah oui. Ah oui, Nora, oui. Avec plaisir. Alors, pour vendre mieux ce qui me vient à l'esprit, comme ça sans trop réfléchir, c'est tout ce qui peut augmenter la capacité du commercial. Et je pense tout particulièrement à tous les outils qui existent aujourd'hui, à la technologie, l'intelligence artificielle, tout ce qu'il a sous la main qui peut lui faire gagner énormément de temps pour que son temps essentiel, il le consacre à la créativité, à la souplesse et à mieux suivre ses clients. Merci. Bruno? Bon, je vais me répéter un peu, mais je crois d'autant plus dans ce moment d'incertitude, une clé, c'est la co-construction. Effectivement, se poser la question et travailler avec ses clients sur qu'est-ce qu'ensemble on peut faire mieux pour améliorer la vie. Ça, c'est pas mal. Et c'était la précédente session, d'ailleurs. Yann? Je vais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Ruben. C'est un dilemme. Je trouve. Effectivement, l'algorithme de LinkedIn change tous les 3 matins. Pour être visible, il faut raconter que, bon, en gros, on a déprimé, on n'était pas bien, mais maintenant ça va mieux. Mais moi, je m'en fous, en fait, ça m'intéresse pas. Et je préfère parler du business. Alors, c'est sûr, je comprends, je vais pas gagner 100 000 followers. En fait, je m'en fous. Alain? Que dire derrière ça? Que dire derrière ça? Dis quelque chose. C'est ton dernier mot. Osons et prenons du plaisir. Osons communiquer. Je vais rebondir sur ce qu'a dit effectivement la personne tout à l'heure, que ce soit Pierre Vasseur, que ce soit en vidéo, en texte ou peu importe. Si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, tant mieux. Parce que de toute façon, si on fait un post et que c'est un flop, personne ne le lit, donc on s'en contrefout. Ça n'a absolument aucun impact. Donc osons et amusons-nous à prendre la plume, à prendre la vidéo et à communiquer et à attirer des gens qui ont envie de bosser avec nous. Jean-Pascal? Oui, alors il faut, pour ceux qui ne se sont pas encore lancés et qui hésitent encore, lancez-vous, parce que comme l'a dit Alain, de toute façon, tout ce que vous allez publier dans 24 ou dans 48 heures, tous les gens l'auront oublié, même ceux qui l'auront lu. Donc voilà, on envoie tellement de choses, on est tellement sollicité. Moi, je refais régulièrement des republications qui fonctionnent toujours aussi bien, voire mieux. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah bah tiens, tu as déjà publié », donc ça, c'est les très très fidèles. Et voilà, il y en a, mais la plupart des gens, c'est des nouvelles personnes qui vont voir ça. Donc allez-y, soyez intéressants avant d'être intéressés et vos futurs clients s'intéresseront à vous. Merci. À propos des posts, moi j'ai exhumé des posts de 2017, 5 ans après, 40 posts, toujours d'actualité, parce qu'ils n'étaient pas sur les trucs et astuces. Bon. À toi, Ruben. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Anne. Tout ça, au final, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout, mais complètement. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est aller boire des coups avec sa famille, avec ses amis, et passer du bon temps. Et donc non, faut pas se prendre au sérieux non plus. Même si les enjeux sont conséquents et peuvent être conséquents, faut pas oublier que tout le monde s'en fout et que ce qui est LinkedIn, c'est une représentation virtuelle du monde du travail et du réel. Et donc c'est plus important de rencontrer les gens en physique que de les rencontrer à travers un écran. Merci. Alors on les applaudit bien fort. Merci. Voilà, en ligne également. Regardez, on est là je suis là. Infini. Oh là, bien. Voilà. Infini et incertain. Incertain, voilà. Alors rajoute quelque chose, toi, mon je vais ami rajouter, Philippe. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on a passé une journée et une matinée. Et on me dit qu'on s'en fout. Parce qu'il y a encore 10 minutes après. On s'en fout, peut-être qu'on s'en foutra pas trop quand même, mais on s'en fout un peu. C'est vrai que l'important, c'est d'être ensemble et de co-construire. Et c'est ce qui fait notre humanité, on va dire. Donc l'important, c'est l'humain. Et on construira ensemble et on ira plus loin ensemble. Alors c'est encore des mots-clés, mais c'est bien de le répéter. C'est comme un coureur, il fait les allers-retours. Il faut recommencer pour y arriver. Donc on le répète, l'humain est central. Merci. Alors, on a terminé la quatrième
la 4e visioconférence hybride, etc. Il y a des gens qui sont en atelier et j'ai demandé à ce que tout le monde vienne nous rejoindre pour les 10 dernières minutes pour faire un petit retour de leçons apprises. Et on aura bien terminé à 13h comme c'est prévu. Et donc je vais vous demander de rester là. Restez là, je vais aller chercher les autres. Et en attendant, pendant que vous restez là, vous pouvez dialoguer avec ceux qui sont en ligne. Donc, je vais vous mettre en mode galerie avec ceux qui sont encore en ligne, parce qu'il y en a beaucoup qui sont allés manger là. Où ils sont pas, là, vous ne les voyez pas, parce qu'il y en a aussi qui sont sans vidéo. Alors, c'est le moment, messieurs, de dialoguer avec nos amis. Vous avez une... Je vous laisse 2 minutes, hein, voilà. Faites la cacophonie, et puis je reviens dans 2 minutes avec tout le monde. Alors Yann, vous avez des questions ? On est là pour vous écouter, ou des réactions, ou des choses que Jean-Pascal pourrait vous apprendre. Sinon on va boire un coup. Mais en fait, moi je me poserais bien une question sur le danger des commentaires, parce qu'il y a souvent des gens qui m'interpellent en disant mais est-ce que c'est pas une prise de risque de faire une erreur, voilà. En commentaire sur quoi ? Sur LinkedIn ? Oui, voilà, de prendre part à un échange qui peut-être ne nous concerne pas, ou c'est la présentation d'un fournisseur avec qui on travaille pas, mais qui dit qu'il est à une exposition, et puis on l'encourage, et il y en a qui pensent que c'est peut-être pas une bonne idée de les encourager, alors qu'ils sont pas directement un de nos fournisseurs. De toute façon, encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, il y a forcément des gens qui vont dire c'est bien, des gens qui vont dire c'est pas bien. C'est le principe de la vie. Et voilà, enfin, les réseaux sociaux ne sont qu'un condensé de notre vie. Donc voilà, faut pas se prendre la tête. Et puis, en tous les cas, il faut surtout agir et pas dire ah bah tiens, je ne fais rien au risque de. Je crois qu'il faut pas trop analyser. Et pas trop être calculateur quand on prend le clavier. Et puis une erreur, c'est un acte pédagogique. Hein. On apprend et on a tous appris comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment une erreur, parce que parfois quand on s'affiche sur LinkedIn, on donne un avis, on est qui on est, il faut l'assumer. C'est pareil, quand en physique, on va voir un client et dire oui, est-ce que vous avez travaillé avec tel concurrent ? C'est la même chose. Donc il faut rester cohérent avec soi-même, donner un avis quand on le pense, au moment où on le pense. Et tant pis s'il y en a qui ne veulent pas travailler avec nous parce qu'on pense comme ça. De toute façon, même dans la vraie vie, avec des personnes comme ça, peut-être qu'on ne réussirait pas. Donc ça nous fait gagner du temps. Voilà, donc moi, je dirais, il faut rester soi-même. Merci. Alors, nos amis qui étaient en atelier et qui ne sont pas encore partis pour manger viennent de nous rejoindre dans la salle. Et on va faire la finale maintenant. Alors, je vais montrer... Oui, c'est celui-là que je vais montrer. Voilà. Hop. Venez, rentrez. Ils ne sont pas tous venus encore. Il faut qu'ils arrivent, les autres, là. Tout le monde doit venir. Oh, il y en a qui sont déjà partis. Ils sont allés manger. Installez-vous autour, là, un peu partout. Voilà. Installez-vous, asseyez-vous un peu partout, s'il vous plaît, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous, tous ceux qui peuvent s'asseoir, vous vous asseyez. Voilà, elle veut rester debout, Valérie, mais ça ne changera rien, on ne te voit pas, on te voit plutôt si tu es là-bas. Hein. Donc allez là-bas pour qu'on vous voit. Oui, ici, elle vient ici. Je mets en mode intervenant, voilà, regardez, vous voyez comme on voit tous les gens qui sont dans la salle, là, qui sont encore là, voilà, qui vous disent... et j'ai mis un micro dans la salle, regardez. Comment tu t'appelles, ton prénom ? Aurélien. Aurélien comment ? Aurélien Tenaf. Tu cherches quoi comme genre de job ? Channel Manager. Channel Manager, hein ? Il est là, Channel Manager. Bon, Aurélien, tu passeras le micro. Donc, moi, j'ai une question très simple pour les gens qui sont dans la salle ici. Hein ? Quelle est la leçon, ou les 3 leçons, si vous voulez, on peut en avoir 3, que vous avez apprises aujourd'hui ? C'est ça votre manière ensuite de vraiment commenter en faisant des commentaires à valeur ajoutée, comme on l'a dit ce matin, vous vous souvenez, sur les réseaux sociaux. Donc si vous deviez faire un post maintenant avec les 3 leçons que vous avez apprises pour apporter de la valeur aux autres, les aider à progresser, ce serait quoi ? Qui veut parler en premier et je dis bien parmi les participants, pas les intervenants. Hein ?
Ils n'ont rien appris, les participants. Allez, quelqu'un lève la main. Voilà. Étienne. On va se Alors, il lancer. faut rallumer pour la 18e 300 000 fois. Là, il faut rallumer la lumière, hein, parce que... Ah ouais, sinon on va pas se voir. Nous, on a appris une chose, c'est que quand on démarre un espace de coworking, eh ben, à un moment donné, il faut tester. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire. On teste la lumière qui s'arrête toutes les 3 minutes. Voilà. Donc ça, il va falloir faire remonter ça au patron. Alors moi, j'ai bien aimé vraiment les derniers... Parle bien dans le micro, hein, toi. C'est bon, là, comme ça? Ouais. Les derniers échanges, là, avec beaucoup de philosophie là-dedans, et des réflexions du genre, faut toujours se placer dans une situation où, au pire, c'est mieux, par exemple. Ou quelque chose que dit mon associé, c'est qu'on lui demande ça va bien, il dit hier ça va, aujourd'hui ça va et demain ça va. C'est pas mal, ça aussi. Donc c'est vraiment cette configuration. Et puis moi, quand j'ai commencé en 99 sur la qualité de l'air, en ayant fait une thèse sur l'atmosphère de Titan, la chimie de l'atmosphère de Titan, je peux vous dire que c'était juste illusoire de pouvoir faire quelque chose sur la qualité de l'air. Aujourd'hui, ça devient un sujet, et ça va être la dernière chose. C'était à l'époque, c'était un métier d'avenir. Aujourd'hui, c'est toujours un métier d'avenir, mais je commence à y croire. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Étienne Devancé. Allez, quelqu'un d'autre, prends la parole. Allez. Non, mais allez-y, vous risquez rien, là. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus. Moi, ce que j'ai appris, je suis contente parce que quelque part, j'ai été confortée par pas mal d'idées que j'avais au préalable. Donc, comme quoi, je suis pas si mauvaise de façon intuitive. Donc, ça fait beaucoup plaisir. Je vais vraiment encore plus me lancer dans les réseaux sociaux parce qu'effectivement, ça peut avoir un superbe impact. J'ai eu quelques tips, merci aux intervenants, pour pouvoir me lancer. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que le réseau physique est aussi très très important parce que j'avais tendance à privilégier le virtuel. Et non, le physique est très important, et notamment grâce à Vivre et Entreprendre, c'est grâce à vous que j'ai appris justement que ce n'est pas à négliger. Il ne faut pas négliger. À qui d'autre? Quelqu'un d'autre? Allez. Aurélien, toi-même. Oui, merci à tous pour votre accueil. Des bonnes pratiques, des bonnes idées, des belles rencontres. Une journée exceptionnelle pour tous les gens qui sont effectivement intéressés par la vente, le marketing et plus encore. C'est en se rassemblant qu'on pourra effectivement faire de belles choses et créer de belles histoires dans ces temps d'incertitude, soi-disant. Donc, pour moi, une belle matinée, et rendez-vous à la prochaine édition. Qui est jeudi, en ligne, à Rennes, en ligne. Et puis ensuite le 13 octobre, et ensuite le 8 novembre. Voilà. Allez, un dernier témoignage, vas-y. Bon, merci à tous, effectivement. Alors moi, je retiens un mot, réseau. Et ce que j'ai appris ce matin, c'est que je croyais que le monde s'était effectivement accéléré, mais il s'est considérablement accéléré. On l'a encore vu ce matin. Et ce qu'on croyait qui marchait, aujourd'hui ne marche plus, parce qu'on est déjà passé à autre chose. En tout cas, merci pour les échanges qu'on a eus ce matin. Moi, j'ai beaucoup apprécié la relation humaine au travers des réseaux. J'ai fait plein de connaissances ce matin. Je me posais la question effectivement d'intégrer le groupe, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter et à échanger ce matin avec vous. Merci à tous. Merci, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que je vais demander à Abdelhakim, qui était là depuis tout le début de la matinée, et Marc la Violette également, de nous donner... attends, mais tant pis, ce sera après. Maintenant, j'ai dit que c'était le dernier ici. D'abord, ils ont le droit aussi, Ils ont le droit aussi, ceux qui sont encore là. Donc vas-y, Marc la Violette, et ensuite Abdelhakim. Déjà, merci à tous pour cette grosse dose d'optimisme qui nous fait énormément de bien. Donc moi, j'ai énormément apprécié l'idée, quand le chaos s'installe, innover. Donc je suis à fond là-dedans, et encore une fois... ça m'a renforcé dans mes certitudes. Ouais. Merci à toi, Abdelhakim. Oui, donc merci à vous tous. Des échanges très constructifs. J'ai beaucoup appris, et j'utiliserai un terme qui a été utilisé. J'ai élargi un peu ma zone de confort, et de plonger vraiment là-dedans.
Les réseaux sociaux, c'est un truc que j'ai jamais vraiment pratiqué et que maintenant, voilà, je vais y mettre. Merci. Alors, ceux qui sont en ligne n'ont pu participer qu'aux conférences. Ils n'ont pas pu être dans les ateliers pratiques. Alors, il y avait encore quelqu'un qui voulait parler, donc vas-y. Ici. Moi, c'était pour terminer. Surtout un tout grand merci à toi, Loïc, de nous avoir fait partager cette magnifique matinée avec plein d'informations intéressantes. Voilà. Oui. Merci à tous et merci. Non, faut que je parle dans le micro. Merci à tous et merci à nos intervenants du jour. Et il y a notre ami Philippe Elie qui a une dernière chose à nous dire. Non, c'est juste un merci. Alors attends, mais il faut mettre le micro. Alors si tu veux, le micro il est là-bas. Hein. Viens, prends-le, vas-y. Où est-ce que tu es ? Où est-ce qu'il est ? Merci de penser, de penser autrement. Et ça me fait du bien aussi, ça fait du bien à tout le monde. Ça me permet de réaliser des dessins sympathiques. Mais tout ce que j'ai dessiné, c'est vos propos. Donc ça vient de vous. Donc si vous les aimez, c'est que ça vient de vous et que vous avez de très belles idées. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Retrouvez-moi sur les réseaux, bien sûr. Et encore merci à Paris-Est Marne-et-Bois qui a mis à notre disposition ces nouveaux locaux de coworking. Alors, Philippe, dis-nous 2 mots quand même sur le coworking avant qu'on finisse, puisque on devait parler de coworking et tu as déjà fait des forums dans lesquels tu peux y passer le micro, dans lesquels tu parlais de coworking. Pourquoi tu trouves que le coworking c'est important quand on fait du social selling, Philippe ? Où est-ce qu'il est, Philippe ? Il est là-bas. Moi, je me suis trouvé. Vas-y, parle dans le micro. Oui, mais en fait, de fréquenter les espaces... Débrancher le micro, là ? Oui, les espaces de coworking permettent en fait d'apprendre ce qu'on appelle le networking. Ce qu'on ne nous apprend jamais en tant que vendeur. Donc on nous apprend à vendre, à faire des bons pitchs par rapport à une clientèle qu'on rencontre dans son bureau, mais casser la glace avec des gens, vendre sans vendre, on ne nous apprend pas. Et donc, en général, c'est pour ça que vous rencontrez pas mal de bourrins en networking, parce qu'ils n'ont pas appris, quoi. Et donc, ils vendent, quoi. Mais c'est pas vendre en networking. Et c'est vrai que moi, ça fait maintenant près de 7 ou 8 ans que je suis en espace de coworking. Je suis à l'enseigne Silver Square à Bruxelles. C'est 9 espaces qui sont disséminés un peu partout sur le territoire bruxellois. Et c'est une communauté de 3500 personnes. Donc c'est vrai que moi je me force à changer d'endroit tous les jours. Et chaque fois, je vais rencontrer des gens différents. Et naturellement, je peux vous assurer qu'au fur et à mesure, je connais la moitié de la communauté. Et tout le monde continue à me parler. Alors que j'ai quand même proposé de temps en temps mes services. Donc ça veut dire que j'ai quand même appris l'art de vendre sans vendre. Et de ne pas être agressif et de gérer le temps long. Et donc, s'inscrire à un espace de coworking permet de devenir un social seller sans avoir à être formé au social selling. Ça va tout seul. On apprend les codes par rapport à ça. Merci. Alors, voilà, merci, vous avez compris, il faut venir dans les espaces de coworking. Et Marie-Claude n'est pas là, Marie-Claude Paolini qui s'occupe par contre, elle, de notre... Elle est là, Marie-Claude ? Elle est où, Marie-Claude ? Marie-Claude, viens voir Marie-Claude. Ouais, Marie-Claude, on veut Marie-Claude. Viens dire 2 mots, fais un peu la promo de Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne. Vas-y, c'est toi qui le fais maintenant, c'est pas le président et c'est pas Catherine. Ça marche ? Ouais, vas-y. Le super réseau d'entreprises, d'entrepreneurs. Ah ça y est, maintenant elle est un peu... oui, elle vous a bien accueilli tout au long de la matinée, merci à toi. Et on sera ici dans cet espace de coworking avec Marie-Claude. À partir de fin octobre. Et je vous invite à rejoindre notre réseau hyper dynamique. Et on vous propose effectivement des tas de matinales, d'afterwork, de rencontres business, rencontres thématiques. Et cet après-midi à 17h30, il y a une rencontre B2B ici, au même endroit. Vous pouvez venir gracieusement pour la première fois et ensuite vous abonner à Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne. Alors, une petite annonce. Vivre et Entreprendre va déménager bientôt. Donc on aura besoin de bras. Donc vous êtes tous invités éventuellement à venir nous aider pour déménager du Péreux jusqu'ici. Voilà. Merci Loïc. Merci à tous. Merci pour cette journée.
On a terminé, on arrête le streaming. Merci à ceux qui étaient avec nous en ligne jusqu'au bout pour certains et qui sont venus ou qui sont encore sur le... Et tout ça, ça se retrouve en replay sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum. Il suffit de la trouver sur YouTube. Voilà. Bye. Bye tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.